política da NSA é coletar tudo, absolutamente tudo, algumas coisas pensando que pode ser necessário utilizar amanhã, no futuro. Alors bien sûr, la surveillance peut être instrumentalisée, utilisée pour collecter de la donnée qui permet de soutenir ensuite ou de manipuler du politique étranger, bien sûr, mais c'est une autre étape. Je pense qu'il n'y a pas la surveillance pour organiser le coup d'État, il y a de la surveillance qui sert à tout et ça pourra servir aussi éventuellement. A coleta de dados, ela não tem o objetivo, ela serve para qualquer coisa e ela pode, num outro momento, num momento posterior, servir para influenciar politicamente, mas o objetivo não é esse. Não é propriamente para, no caso, um golpe de Estado, mas ela pode vir a servir para isso. Bon, parce qu'avec la surveillance, on est dans la cyberdéfense, cybersécurité, c'est du renseignement classique finalement. La NSA, il n'y a aucune surprise fondamentalement avec les pratiques de la NSA. C'est une pratique des renseignements qui ont plus ou moins cette capacité pour faire beaucoup de choses. Não tem nenhuma surpresa na política da NSA, é uma política de informação, de inteligência que a gente chama aqui, e que já vem sendo feito há muito tempo, então não há muita novidade, né, enquanto política de informação. Mais alors justement, vous avez parlé de la question de la CIA, il y a la NSA, mais il y a aussi le FBI, il y a plusieurs agences de renseignement aux États-Unis. Et dans beaucoup de pays, il y a plusieurs agences de renseignement civils et militaires. La question c'est, imaginons, hypothèse, imaginons que les informations vont servir à organiser des coups d'État, des révolutions, etc. Est-ce que c'est la NSA qui a les meilleures informations pour ça? São várias agências que fazem isso, tem a CIA, tem o FBI, tem a NSA, e a gente tem que imaginar se fosse para um golpe de Estado, se seria efetivamente a NSA que teria as melhores informações para isso. Alors donc, ce qui limite partiellement l'efficacité finalement que peut avoir cette collecte massive, c'est en grande partie l'absence dénoncée depuis 2001, l'absence de coopération, l'absence de partage entre les agences. Chacun a ses informations, mais les informations ne sont pas nécessairement croisées. Então, o que limita a eficácia, né, desse uso desses dados é a dificuldade de partilhamento dessas informações, porque cada uma dessas agências, né, traz para si ou toma para si as suas próprias informações e não costuma partilhar. Alors bien sûr, la NSA va savoir beaucoup de choses. Avec ces informations, elle peut imaginer d'aller manipuler des élections, elle aussi, à l'étranger. Elle peut imaginer de manipuler des groupes politiques, des groupes idéologiques, parce qu'elle a l'information, et cette information, elle sert dans les négociations commerciales, industrielles, militaires, d'État et tout. L'information, elle peut servir à tout. Mais pour organiser un coup d'État, il n'est pas nécessaire d'impliquer directement la NSA ou un autre organisme étatique, au contraire peut-être. Et on peut imaginer que ce sont des acteurs non étatiques qui vont servir de couverture pour aller organiser la chose. Et donc on n'est plus sur le domaine de la surveillance, on sort de la NSA de surveillance ou de renseignement, et c'est la mise en action, la mise en opération qui ne nécessite pas toujours d'avoir des agences de renseignement qui soient opérationnelles sur ce projet-là. Et donc on peut imaginer bien sûr qu'il y ait des manipulations, des influences de groupes activistes, de hackers, comme on a vu en Libye, comme on a vu en Syrie, comme on a vu dans toutes les guerres récentes, et en Ukraine aussi. Il y a bien sûr des manipulations, des utilisations, et pour les observateurs étrangers de loin,
il est impossible de faire la différence entre un activiste ukrainien, syrien, libyen ou autre, et un activiste qui est en fait un acteur étatique d'un pays donné, parce que tout se ressemble, en fait. Il n'y a pas de différence. Donc, pour un observateur extérieur, faire des analyses, c'est très risqué, parce qu'on ne connaît pas et on n'a pas accès, on n'aura jamais accès à tous les éléments qui permettent de construire la vraie histoire. Donc ce qui est le plus important ici, c'est qu'en fait, on sait que la NSA peut faire des choses, on sait que des hackers peuvent faire des choses, on sait que des États peuvent faire des choses, on sait que des acteurs privés peuvent faire des choses, et tout est possible. Mais on n'a pas la vraie histoire. Que a NSA tem todas essas informações, mas é diferente o campo da vigilância, tem uma coisa diferente em relação ao campo operacional. O que é o campo operacional? Botar um golpe de Estado em funcionamento, tem todo um campo operacional que escapa do campo da vigilância. E que para um observador internacional é muito difícil perceber quando você tem grupos locais de ativistas agindo, ativistas sírios, ativistas na Líbia ou ativistas no Brasil, e quando tem um ator estatal, como seria o governo americano por trás da NSA, trabalhando nisso. Basicamente seria isso. E aí, para um observador de longe, na realidade, para qualquer observador, sempre é muito difícil você fazer sua análise, sempre vai ser um pouco arriscado, especialmente se você olha de longe, né? Porque dificilmente você vai ter acesso a todos esses elementos. O que parece importante é que não necessariamente o ator é o Estado, pelo contrário, né? Grupos podem se valer dessas informações podem ser usadas, né? E é por isso que entra esses atores privados e que acabam tendo essa participação. Avec une particularité, c'est que les actions dans le cyber sont nombreuses. Je vais montrer des actions physiques, des actions logicielles de hackers, et des actions d'information, des opérations d'information. La grosse difficulté, même pour les militaires, même pour les stratèges étatiques, c'est de savoir ce que va produire, quel effet va produire une opération. Je lance une attaque, une cyberattaque, des hackers, je lance des opérations d'information avec des activistes sur les réseaux sociaux, je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça va produire en fait. C'est extrêmement difficile encore. C'est une des raisons pour lesquelles croire l'histoire de la CIA est aussi difficile. Parce que si la CIA fait son travail, qu'elle a les capacités, elle avait connaissance de cette manipulation de l'information avant les élections, avant les résultats. Donc pourquoi le silence avant? Et ensuite, comment la CIA est capable de rattacher une tendance électorale à une manipulation de l'information de l'étranger? Comment on peut relier une cause à un effet dans le cyber? C'est très difficile, c'est trop diffus. Alors on sait qu'il y a des choses qui marchent directement. Quand j'attaque les centrifugeuses iraniennes, les centrifugeuses, elles explosent. D'accord? On peut le mesurer, on peut le voir. Parce que j'ai des gens sur place qui le voient. Mais si j'ai personne sur place, de loin, je ne peux pas le voir. Donc ça veut dire que les opérations cyber, pour les voir, il faut qu'il y ait des gens qui les voient. Et le journaliste, le citoyen ne voit pas. Le décideur politique ne voit pas nécessairement. Et on ne voit pas les effets, on ne mesure pas les effets. C'est très difficile de mesurer et de voir, et donc de programmer avant ce que ça va produire après. São muitas, como ele mostrou na palestra dele, são muitas as possibilidades de ciberataques, são muitas as camadas. Então é muito complicado pensar em que tipo de ação vai ter que tipo de efeito, né? Não tem, nem os próprios atores conseguem mensurar e conseguem prever que tipo de ação vai ter que tipo de efeito. É diferente do caso das centrífugas iranianas, né, que um vírus, né, o Stuxnet, fez as centrífugas explodirem. É um efeito muito mais fácil de se perceber.
Principalmente no local, né? Então, se tinha gente no local que pôde observar, já outras ações, né? Não só elas são difíceis de serem observadas, como também elas podem ter um objetivo e o efeito final ter sido outro. Donc il y a la difficulté à mesurer des effets produits, anticipés, mais il y a aussi l'autre dimension qui est très très importante, qui est la dimension humaine, imprévisible bien sûr, mais la dimension humaine qui est dans toutes les opérations cyber. Quand il y a eu l'opération Stuxnet, il fallait des individus sur le terrain. Ça ne s'est pas passé uniquement par les réseaux, d'ailleurs les centrifugeuses n'étaient pas connectés sur les réseaux, donc il fallait des individus sur le terrain. Et souvent, beaucoup d'opérations, si c'est du sabotage informatique par exemple, il faudra des acteurs humains qui seront sur le terrain. Si on veut mettre des virus dans des systèmes protégés, qui ne sont pas accessibles, il faut que les individus aillent physiquement dedans. Et ça veut dire manipuler des individus, ça veut dire faire agir des individus. On n'est pas encore au stade où il suffit de faire 2-3 clics sur une machine pour que ça se traduise par un effet et que ça produise l'effet politique. C'est très très loin, ça serait trop facile, on est très très loin de ça. Donc en fait c'est un petit peu le jeu de l'apprenti sorcier, on essaye beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, et ça peut marcher, ça peut pas marcher. Donc je pense que pour organiser un coup d'État ou une révolution, on peut manipuler beaucoup de choses, on peut essayer de faire beaucoup de choses, mais il y a le brouillard de la guerre, il y a Clausewitz, le stratège de guerre, désigné par le brouillard de guerre, tout ce qui n'est pas prévisible, le grain de sable qui empêche la machine de tourner, et dans le cyber c'est permanent, c'est en permanence. Donc c'est très difficile d'anticiper, de prévoir le résultat, et donc très difficile même a posteriori, après, comme le fait ici la CIA, de nous raconter une histoire exacte, parce que je suis sûr que même la CIA n'a pas tous les éléments, ou ne croit pas forcément à son récit, même à sa propre histoire. Donc on passe à un autre niveau, il y a le niveau politique, pour qui travaille la CIA, etc. Donc, ce sont les arguments de Trump qui politisent l'action de la CIA. Tem também fator importante que é a dimensão humana, porque ainda não chegamos no estágio em que com 2 ou 3 cliques conseguimos lançar um ciberataque em algum lugar. Por exemplo, no caso das centrífugas iranianas, precisou que agentes humanos colocassem provavelmente alguma coisa, plugasse alguma coisa na aparelhagem iraniana que não era conectada. Então, precisava de alguém no local. Precisava de alguém no local e precisa manipular pessoas para que façam isso. Isso ainda é uma coisa muito difícil, né? Você programar pessoas e manipular pessoas. Então ele volta à questão com respeito aos efeitos e com respeito também a essa dimensão humana que faz com que outras coisas podem entrar no jogo, que se refere, né, a uma passagem, uma fala de Clausewitz, ele diz que na guerra tem a bruma, né, e que a bruma pode atrapalhar tudo. Tem também só a questão da CIA, no caso da eleição americana, ele acha que é muito difícil a CIA conseguir fazer essa ligação, e que fatores políticos estão levando a CIA a dar essa declaração pela própria posicionamento político do Trump, que levou um acirramento das questões. Como a Rússia, porque não é explicado como a Rússia teria conseguido influenciar na eleição americana. Oui, la grosse difficulté à gérer avec ces opérations agressives, c'est vraiment toute la dimension impact, effets qui sont produits, qu'on ne peut pas prévoir. Stuxnet était fait pour attaquer les centrifugeuses en Iran. On a retrouvé Stuxnet à Cuba, en France, aux États-Unis, en Chine, dans les barrages électriques. On en a retrouvé partout. Donc ça ne faisait rien parce que ce n'était pas programmé pour les autres systèmes, mais quand même, on en a retrouvé dans tout le monde entier. Donc ça, c'est un premier effet non mesurable de la chose. Deuxième effet, c'est l'effet politique qui n'était pas anticipé. L'effet politique, ce que voulaient les États-Unis, c'était avoir un pouvoir, c'est de la diplomatie coercitive. C'est avoir un pouvoir. Par la diplomatie, ça ne marchait pas. Par les armes, par la guerre, on ne pouvait pas imaginer la guerre contre l'Iran, donc ils pensaient obliger l'Iran à arrêter son programme nucléaire. Le problème, c'est que même si les centrifugeuses se sont arrêtées,
au bout de quelques jours, c'était un effet qui était de courte durée ou de durée limitée. Il y avait toujours la moitié des centrifugeuses qui marchaient, et ensuite, ils ont remis en marche ce qui ne marchait plus. Donc l'effet était limité. Et ce que ça a produit derrière, c'est au contraire, ce sont des représailles, c'est une réaction de l'Iran qui, elle, à son tour, a mené des attaques. Donc ça veut dire qu'on a un effet de boomerang, un effet de retour, en fait, qui n'est pas forcément anticipé, prévu. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple d'effet qui est produit de manière indirecte, tous nos systèmes sont interconnectés. D'accord ? Il y a des relations entre des systèmes qu'on ne peut pas imaginer. Des hackers syriens, ou de l'État islamique, je ne sais plus, enfin, qui sont impliqués dans le conflit syrien, il y a 2-3 ans de ça, ont publié sur Twitter une fausse information. Une fausse information en disant qu'il y a eu une attaque contre la Maison Blanche. Alors leur effet, c'était de produire de la désinformation, de se faire connaître eux, en fait. Vous voyez, en analysant leurs tweets, leurs échanges sur Twitter, ils voulaient se faire connaître, être célèbres, juste. Et en fait, l'effet que ça a produit, c'est une chute massive des cours et de la bourse de New York. Un crash brutal. Tout ça parce que les systèmes boursiers agissent de manière automatique et ils sont connectés sur tous les systèmes d'information. Donc quand il y a une information catastrophique qui apparaît quelque part, les algorithmes intègrent l'annonce catastrophique, et là ils avaient intégré l'annonce d'une attaque contre la Maison Blanche et le fait que Obama était blessé et victime. Donc chute. Donc ça c'est un effet qui n'est pas anticipé, qui n'est pas prévu, pas programmé par les hackers. Ça a produit quelque chose. A outra questão é que eu não tenho muito como, que é um pouco ligado à primeira, que eu não tenho muito como prever assim, o alcance dos ataques. Por exemplo, um ataque nas centrífugas iranianas foi pequeno, foi menor, mas é um efeito político. Né? Primeiramente, os Estados Unidos tentou através da diplomacia, não conseguiu. Pensou, bom, podemos tentar militarmente, não vamos fazer um ataque no Irã, não vamos tentar militarmente. Então tentou o vírus. O vírus funcionou, mas funcionou particularmente, provisoriamente. Porque nem todas as centrífugas pararam, e aquelas que pararam, pouco tempo depois elas começaram a funcionar de novo, e aí sim o Irã lançou alguns ataques, enfim, teve um efeito. Teve um efeito que não foi necessariamente um efeito positivo. Além disso, esse vírus que era direcionado às centrífugas nucleares iranianas foi encontrado também em Cuba, foi encontrado na França, foi encontrado numa hidrelétrica chinesa, enfim, perdeu-se um pouco o controle sobre isso. E ele se referiu também ao fato de que todos os sistemas são interconectados, né? Então, ele dá um exemplo de hackers sírios que colocaram no Twitter um falso ataque, um ataque à Casa Branca, né, e que o Obama tinha sido ferido e tal, e essa informação circulou, chegou na Bolsa, porque a Bolsa ela tem um sistema que recebe as informações de todos os lugares, e aí o efeito, que não era o efeito pretendido pelos hackers, foi de fazer a Bolsa cair. Então, é um outro exemplo que ele dá, né, sobre esses efeitos não inquietados. Essas informações são todas interconectadas e pela Bolsa de Nova York, no caso, são analisadas a partir de algoritmos. Então, a partir desse efeito nos algoritmos, levou uma queda muito rápida, a Casa Branca foi atacada, Obama está ferido. Antes da notícia ser desmentida, já tinha tido esse efeito. Isso é porque, ninguém sabe, mas tinha um investidor sírio lá em Nova York, com as ações em baixa. Que é a adversária, acho que segurar. Oui, par contre, on a eu, il y a 10 jours en France, des spéculateurs qui ont attaqué les banques françaises, comme ça, qui étaient cotées en bourse. Ils ont fait passer une fausse information, il y a eu une chute brutale du cours, les investisseurs ont profité du creux et ils ont vendu avant que ça. Bom, exatamente a brincadeira que o Michel fez, ele falou que aconteceu há poucos dias na França, de pessoas lançaram informações contra um banco
as ações do banco caíram muito e essas pessoas compraram as ações do banco em baixa. Oui, mais alors ça c'est un phénomène ponctuel, spectaculaire. Mais on peut quand même se poser d'autres questions plus générales sur la connexion de l'économie ou des cours, etc. La connexion au système, tout dépend des systèmes, donc c'est manipulable. On peut manipuler, on peut pirater, on peut le faire de manière discrète aussi. Donc les cours que je vois, les cours de bourse, les résultats de l'économie qui perd X% de PIB ou X% de croissance, est-ce que c'est l'activité réelle de la société ou est-ce que ce sont les perturbations du hacking mondial? Parce qu'il y a quand même toute cette influence, quand même toute cette action. Tout à l'heure, j'ai cité le cas d'un groupe de hackers qui a volé $1 milliard, un groupe de hackers $1 milliard sur une économie nationale, ça peut causer $1 milliard. D'accord? Et ils ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup comme ça. Et tout ça, ça passe au champ des pertes pour une économie officielle. Ça rentre dans l'économie souterraine après, mais pour l'économie officielle, c'est perdu. Et ensuite, toutes les entreprises qui sont perturbées dans leur fonctionnement quotidien, c'est pratiquement 100% des entreprises qui sont piratées aujourd'hui. Pratiquement 100%. Donc ça veut dire qu'il y a une perturbation de l'activité économique, globalement. Donc tout ça, ça a un impact évident sur la productivité, sur l'activité économique. C'est pas mesuré. Il n'y a aucune stat officielle sur la cybercriminalité, sur ses gains, sur les pertes, sur les gains réels des entreprises de sécurité, sur les pertes des entreprises économiques classiques. Mais il est évident qu'il y a un impact, une relation entre la cyber-insécurité et les résultats de l'économie. Or, nulle part, on voit un gouvernement, on voit des politiques qui prennent cette question en main et qui avancent l'hypothèse que si l'économie baisse, ce n'est pas uniquement parce que les gens ne travaillent pas assez, c'est peut-être simplement parce qu'on a des millions de hackers qui s'amusent et s'en mettent plein les poches. Et ça, ce n'est pas une hypothèse qui est avancée. Donc c'est une question aussi à réfléchir. Uma outra questão, ele falou que esse ataque especulador foi uma coisa espetacular, mas um grande número de ataques bastante mais discretos acontecem dia a dia e que tem um impacto na economia. Muitas vezes um impacto que um ataque específico não tem, embora tenha um ataque grande de $1 bilhão, mas a maior parte dos ataques vai ter um impacto no final, uma soma de todos. E que muitas vezes isso leva a perdas bastante significativas das economias nacionais que não são mensuradas, não são contabilizadas, não tem como contabilizar nem as perdas nem os ganhos da cibercriminalidade. Então, muitas vezes, os números de uma economia podem ser associados a uma diminuição da atividade econômica, empresarial, as pessoas não estão trabalhando suficientemente, mas não se tem noção do quanto escorre pelo ralo da cibercriminalidade, porque não tem dados suficientes a respeito disso. E os governos têm feito pouco, né, a esse respeito. Ainda continuamos uma tentativa. On va passer à la question sur les données. Oui, alors la guerre des données, c'est une notion que je lance comme ça. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y a une économie de la donnée aujourd'hui qui est trop puissante. Ce sont bien sûr les mêmes que ceux qui ont les données, qui les produisent, qui les traitent, les Facebook, ces grosses entreprises. C'est la NSA aussi qui a les données, ce sont les gros fournisseurs de données, les producteurs de données. Je me demande s'il y a vraiment une guerre autour de ça, puisque ceux qui ont la donnée l'ont déjà, ils sont qui maîtrisent le truc mondial et il n'y a pas de concurrence vraiment possible sur la chose. Alors après, où il y a des départs à prendre de marché, on est vraiment dans l'économie classe, sur l'analyse, le traitement, le stockage, l'utilisation de la donnée, et puis sur la production de nouveaux types de données avec l'Internet des objets, les villes intelligentes, tout ce qui va être intelligent, connecté, tout ce qui va être nouveau là. On est vraiment quelque chose d'économique. Alors pour l'instant, c'est économique uniquement. On n'est pas au sens de guerre où on parle de guerre entre États comme en Syrie. On n'en est pas là. Par contre, évidemment, on peut imaginer que les maîtrises sur ces données, toujours pareil, la même utopie qu'ont les militaires depuis 20 ou 30 ans, la maîtrise sur ces données permettrait d'avoir une maîtrise sur un État, sur un pouvoir, sur des pans d'industrie entiers qui paralysent un pays ou pas. C'est une autre option. Mais pour l'instant, on est essentiellement au niveau économique. C'est le conflit classique de la guerre économique classique. Em relação a essa guerra de dados, por enquanto é uma guerra econômica, ainda não se transformou numa guerra militar,
embora entre já no horizonte de sonhos dos militares, poder, a partir do uso desses dados, desses metadados, conseguir dominar um Estado, conseguir atacar efetivamente um Estado. Basicamente isso. Ainda sobre uma discussão sobre análise. Só que ele disse que não tem necessariamente, mesmo no nível econômico, uma guerra de dados, porque aqueles que detêm esses dados, detêm esses dados. O Facebook detém esses dados, não tem uma disputa. Né? Quem detém, está detendo. E é óbvio que tem toda uma economia que gira em torno disso, que a disputa mais no nível econômico. Que é de análise, de tratamento, de estoque. Economia dos dados. Dos dados. Dans une tendance où il faut créer plus de données, encore plus de données, plus de données en fait. Et on ne sait plus dans quel cadran on se trouve. Est-ce que on est dans les connus, inconnus, vous savez, cette fameuse expression d'un secrétaire à la défense américain qui disait il y a les non, and non. Et, il y a l'information que l'on connaît, l'information que l'on sait que l'on connaît, il y a l'information que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas. En fait. Et donc avec la production d'informations, de beaucoup de données, couplées au big data, c'est ce dernier, ce que je ne sais pas, je vais le donner à la machine, la capacité d'inventer, de trouver ce que je ne peux même pas imaginer moi. Et le big data, c'est une utopie qui permettrait d'arriver à ça, et l'intelligence artificielle d'arriver à ça. Et d'une certaine manière, on le voit aussi dans la science, la recherche scientifique aussi. Il y a des théories nouvelles en sciences dures, des découvertes que l'être humain n'imaginait même pas aller prospecter dedans, et c'est sorti par le traitement. Et donc c'est une nouvelle approche aussi de voir le monde, c'est-à-dire je jette toutes ces données dans des machines et je laisse la charge de la machine de prendre le pouvoir sur ce qu'elle va sortir derrière. Dizendo que a questão é sempre os dados, querem mais dados, porque você tem vários níveis de dados. Né? Ele cita a secretária de Estado americano, que diz que existem os dados que a gente conhece, os dados que a gente não conhece e aqueles que a gente não sabe que a gente não conhece. Que esses dados, por exemplo, os analistas humanos não têm como analisar, porque nem sabem que não conhecem, então eles pegam todos esses big data e jogam numa máquina para uma máquina analisar, né, através dos algoritmos. Então o conhecimento que sairia seria um conhecimento dependente dessa inteligência artificial. E que a mesma coisa acontece, por exemplo, na ciência dura. Atualmente, há uma série de conclusões, uma série de descobertas, não sei se é a boa expressão, são realizadas a partir dessas máquinas. O cérebro humano não chega a isso, joga uma série de informações nessas máquinas, e essas máquinas saem com teoremas, com coisas do E isso aí é uma nova forma de ver o mundo. É uma nova forma de ver o mundo também a partir dessa habilidade. C'est pour ça, dans cette nouvelle optique, on n'est plus dans le niveau information. On ne se pose pas la question a priori de l'information, on ne traite pas de l'information, on traite de la donnée vraiment, et l'information sort au niveau postérieur après. En fait. Et à partir de là, on fait de l'intelligence, on fait de la connaissance, et on est vraiment à traiter le bas de la couche initiale qui est la donnée. Ça, on ne s'intéresse plus à ce que ça va pouvoir sortir, on ne sait pas ce que ça va sortir. Donc, il faut de la donnée massive. É por isso que não se trata mais de uma questão de informação, mas uma questão de dados. Esses dados que são utilizados para jogarem nessas máquinas, e a partir desses dados jogados nessas máquinas saem as informações. Voilà. Et ça, c'est la logique qui est derrière la cybersurveillance de la NSA. C'est celle-là. C'est pas nécessairement faire un acte de police contre un citoyen, contre des citoyens en particulier, ou des groupes de citoyens. Bien sûr, il faut le faire avec. Mais l'objectif derrière, c'est vraiment la paranoïa de la surprise stratégique, un homme, ce que je ne sais pas que je ne sais pas, et donc ça peut sortir de la population, ça peut sortir de ses amis, de ses alliés. Donc c'est vraiment la stratégie de la paranoïa totale. Donc il faut tout maîtriser par la donnée pour se protéger. C'est une politique de sécurité par la captation massive de tout ce qui peut exister en fait. Voilà. Essa é a estratégia da NSA, na verdade. Ser surpreendido pelos dados que aparecem. A questão são esses dados que não se sabe, e que podem ser dados a respeito da população, a respeito dos indivíduos, a respeito de amigos dos indivíduos,
E a grande questão é ser surpreendido pelos dados que vão surgir a partir, pelas informações que vont surgir a partir desses dados, numa grande atmosfera de paranoia. Et donc là, on en vient à la notion de public-privé, coopération public-privé, parce que c'est central dans cette architecture de sécurité qui est construite sur la donnée. Le partenariat public-privé est central. Alors, public-privé, ça ne veut pas dire privatisation. C'est l'État garde la main sur des choses, il ne donne pas, c'est pas de l'externalisation, etc. C'est vraiment c'est vu comme une coopération. Le problème, c'est que la coopération, on va l'entendre au sens de 1 vers 1. C'est un partenaire avec un autre. Et plus que du partenariat public-privé, on observe plutôt un éclatement en fait, de la sphère étatique, mais aussi privée, où des connexions de plus en plus importantes se font, de plus en plus nombreuses surtout, entre ces acteurs privés et publics. Alors on a des carrières qui se font de manière traditionnelle, les chefs de l'armée américaine qui sont à la retraite, ils partent dans le privé, et puis ils vont vendre aux entreprises qui surveillaient, ils vont vendre des solutions de sécurité qu'ils ont maintenant à vendre dans le privé. Donc il y a ce mélange des genres, donc ce n'est pas du conflit d'intérêt parce qu'ils sont plus militaires, mais c'est d'une certaine manière un conflit d'intérêt parce qu'ils vont vendre les outils de protection aux personnes qu'ils observaient et donc qui connaissent de manière intime. Ils sont là avec l'ancien directeur de la NSA qui a développé et déposé des brevets, qui a créé une entreprise alors qu'il était encore patron de la NSA, et une fois qu'il est à la retraite, va vendre ses solutions de sécurité à des clients qui sont les entreprises qu'il observait. Voilà. Donc ça, c'est une façon de croiser, déjà. Mais ensuite, il y en a d'autres. Essa questão da relação entre público-privado é fundamental, essa questão toda. É diferente de privatização, uma parceria público-privada. Então, ele está se referindo a conexões cada vez maiores, né, entre público e privado. Ele deu o exemplo de como é que isso pode se dar, por exemplo, alguém, um chefe das Forças Armadas que sai, se aposenta e aí ele vai trabalhar com uma empresa que vende equipamentos, então ele vai com conhecimento de causa, enfim, de ter trabalhado nisso, então é uma espécie de parceria que é diferenciada, né? Há conflito de interesse. Há conflito de interesse, mas não é porque ele está atualmente trabalhando, mas porque ele conhece muito bem o ambiente, né? O exemplo que ele fala é um ex-chefe da NSA que desenvolve uma solução de segurança e que depois que ele se aposenta, ele vende essa solução de segurança para as empresas que ele sabia que ele vigiava e que ele sabia que possivelmente necessitavam disso. Oui, donc le conflit d'intérêt, il est toujours sous-jacent, quand même, il est toujours là, présent, parce qu'on peut se poser la question, quelle est la motivation du patron de la défense du pays donné, enfin, américain, quand il sait qu'il va faire du business dans le privé après, il a la tentation, quand il est dans un poste, de préparer le terrain pour son action dans le privé. Donc forcément, le conflit d'intérêt, il est toujours sous-jacent. Et donc, on peut se poser la question aussi de savoir si les menaces telles qu'elles sont dépeintes, les structures qui sont imaginées par des acteurs étatiques pour protéger, est-ce que ça protège, ça vise vraiment à protéger de la menace telle qu'elle est décrite ou autre, ou est-ce que ça vise à défendre un marché qui est personnel, une carrière personnelle? Ça, on le trouve dans le domaine cyber, mais l'interrogation, elle vaut pour tous les secteurs d'activité de sécurité, sans doute. Mais je pense que le cyber, c'est plus... il y a plus de capacité, plus de possibilités à le faire, parce que le cyber explose quand même pas mal de choses. N'importe qui, à la limite, peut devenir un acteur du renseignement en faisant de l'analyse des réseaux sociaux, développer quelques outils qui permettent de faire de l'analyse et vendre du renseignement et le vendre même à l'État. Donc il y a des portes qui sont ouvertes. Je ne vais pas, moi, demain, aller me mettre dans la rue, surveiller les criminels d'un quartier. C'est pas possible. Enfin, si j'ai envie de mourir, peut-être. Mais par contre, dans le cyber, c'est possible. Je fais quelques lignes de code, quelques logiciels, je peux surveiller des activités d'activistes, etc., des réseaux, comment ça marche. Et donc l'entrée dans le business est plus facile. Elle est moins risquée.
Et donc on peut se transformer en policier, en militaire, en agent de renseignement gratuitement déjà. Il suffit de vouloir le faire. Et ça, on le voit. On le voit quand il y a des conflits, par exemple. On a des citoyens qui se mettent à surveiller les réseaux. Et ensuite, ils donnent cette information à l'État, aux armées, aux renseignements. On a des entreprises de sécurité américaines, pendant la guerre en Libye, donc en 2011, qui faisaient une analyse des réseaux, une veille des réseaux sociaux libyens, et qui vendaient cette information, qui donnaient cette information aux services de renseignement américains. Et ensuite, on peut avoir des acteurs étatiques de renseignement qui préfèrent que certaines actions soient menées par des acteurs privés que par d'autres. Alors après, ça pose des questions de contrat, ça pose des questions de confidentialité des données, de territoire d'observation, de capacité, de pouvoirs qui sont donnés. Mais en fait, surtout, ça crée des espaces où on est entre le légal et l'illégal. Il y a un flou artistique, hein, on est entre deux. Il y a des acteurs qui vont se mettre dans cet entre-deux. On va aller observer des trucs. Est-ce que j'ai le droit d'aller observer des citoyens internautes sur Facebook, de faire des rapports Est-ce que c'est moi, en tant que citoyen ou même entreprise privée, est-ce que j'ai le droit d'observer, de tirer de la donnée, de faire des bases de données nominatives, de désigner des acteurs comme des potentiels terroristes, etc. Ça, c'est pas dans... En France, je sais qu'il y a un droit qui permet de cadrer ça. Aux États-Unis, je ne sais pas. Dans d'autres pays, il n'y a sans doute aucun droit. Alors, on joue toujours entre la tranche du légal, illégal, et entre les deux, allégal. Il n'y a pas de loi qui interdit, donc je me permets d'aller dedans. Donc, mais ça, c'est un phénomène qui est pas propre au cyber, je dirais. C'est un phénomène qui est bien identifié depuis une dizaine d'années, dont des chercheurs parlent. C'est le phénomène de la question de la pluralisation du renseignement. C'est pas uniquement une multiplication des acteurs, c'est aussi une multiplication des capacités, des prérogatives, du champ des possibles, du champ des capacités, de ce que l'on peut se donner le droit de faire ou pas. Il y a des chercheurs qui ont publié là-dessus, donc il y a Frédéric Octo dans mon laboratoire, il y a Benoît Dupont au Canada, puis il y a des experts américains qui ont travaillé sur cette pluralisation du renseignement pour les polices et les renseignements classiques. Mais c'est un phénomène qui est augmenté, accru, facilité avec le cyber, parce que n'importe qui peut y aller en fait. Isso que é a questão do tentar muita coisa. A questão do conflito de interesse é sempre uma questão subjacente, né? Porque a gente pode pensar nas pessoas que estão trabalhando numa instituição e enquanto estão trabalhando numa instituição não estão necessariamente seguindo os interesses da instituição, mas estão preparando o terreno para quando saírem daquela instituição e irem trabalhar no mundo privado. Né? Então não é uma prática ilegal, mas é uma prática que está num fluido entre o legal e o ilegal. Isso acontece muito no campo do ciber, porque é bem mais fácil. Com 2 ou 3 linhas de programação, você pode criar um determinado programa que vai vigiar pessoas, é diferente de estar vigiando pessoas na rua. Em que se faz com atores privados, que há essa possibilidade, e leva a pensar também no fenômeno da pluralização da informação, que é algo que está sendo colocado não apenas no espaço da cibersegurança, mas também em outros campos, mas que ganha uma nova expressão nesse espaço, né? Pelo que o Bruno colocou. Na medida em que dá direito também de se fazer coisas, né? E possibilidades de se fazer coisas. Fala de uma empresa, um agente que analisava redes sociais na Síria e que posteriormente, quando tem a guerra na Líbia, quando tem a guerra da Líbia em 2011, ele vende todas essas informações para o setor americano, para o serviço secreto americano. Então, nós temos um agente que sai de lá, depois vai analisar para o mercado privado e depois volta a informação dela. Alguma questão? Puedo hablar en español, que es mejor hablar, Pedro, falar francês. Francês é mieux? Oui. Bon, je pense que nous sommes dans un warfare
Donc nous sommes déjà dans une forme de réflexion qui part de la cyberguerre partout, dans tous les moments. Donc je pense que les machines de guerre, les commandes stratégiques, les forces sociales, tout le monde pense que la politique c'est un peu la guerre. Donc c'est la guerre contre le terreur ou le problème de l'ordre et de sécurité, c'est partout. Donc nous sommes déjà dans la cyberguerre. Donc je pense qu'on parle déjà d'une économie de forme. Bon, qu'est-ce que la cybernétique a à voir avec ça? Je pensais qu'il y a une bonne idée, que je pensais à partir des choses que je viens de lire avant de venir ici, que vous avez écrit, c'était la bataille de l'information. Je pensais dans les modèles d'économie, de décision de pouvoir, dans cette bataille d'information, je pensais au début de la cybernétique classique, le problème c'est la défense. C'est le feedback, c'est le bruit, c'est le contrôle de la message, je ne sais comment on parle ça, mais en même temps c'est comme contrôler une bonne économie de l'information. C'est ça, Norbert Wiener, dans un environnement d'entropie. C'est ça le début, c'est comment faire ça mathématiquement, comment faire ça comme rapport aux machines. Ça est dans une vision pessimiste du monde, de la vie et de tout. C'est l'ontologie pessimiste. C'est le début mathématique, chaotique dans la guerre. C'est à propos de l'attaque aérienne, le début. Après, je pense qu'il a une vision que c'est la vision du monopole de l'information, la vision propriétaire, la vision du pouvoir. L'information, c'est pouvoir économique, c'est contrôle des réseaux. L'information, c'est pouvoir de communication. Ça, c'est Manuel Castells avec Schumpeter. Donc, c'est la destruction, c'est toujours le monopole. Donc, c'est toujours un peu Castel. Parfois, ils pensent comme le pouvoir, parfois, ils pensent comme les gens qui sont sur le domaine du pouvoir. C'est notre Manuel Castells. C'est les codes, ce n'est pas le message, c'est les codes, c'est la propriété. La troisième forme de pouvoir, de décision et de réflexion à propos de la cybernétique, c'est Deleuze Guattari, qui s'appelle l'idée des signes, c'est la sémiotique, c'est les rhizomères, c'est la prolifération, ce sont des machines de prolifération, c'est l'impossible contrôle. Ça, c'est Deleuze Guattari. Et vous avez parlé d'une quatrième forme de pouvoir, que c'est la géomatique, c'est les data contrôle, c'est la méga machine de contrôle, et donc elle a besoin d'une architecture pour la penser, parce qu'il y a déjà comme presque un système. Mais je pense que c'est toujours une dimension de la contingence. On parle toujours de la contingence et de la dimension d'un système chaotique. Nous n'avons pas, ce n'est pas la condition du principe de causalité. Il n'y a pas causalité dans la problématique que nous parlons ici. C'est au contraire, ce sont des systèmes en déséquilibre, ce sont des systèmes. Donc je pense que ces quatre modèles de parler de l'information se sont toujours présentés pour nous dans tous les moments. Dans le monde. La simplification cybernétique de Wiener, les codes de contrôle de propriétaires, des monopoles et de pouvoir de Castells, les signes de la prolifération rhizomatique de Deleuze et les modèles de stockage d'accumulation absolue, qui c'est un peu le modèle de toutes les machines de guerre, et aussi de Google, aussi de les grandes machines, ou économiques, ou corporatives, ou militaires, ou de Davos, par exemple. Donc, ce sont, vous avez parlé de métaphores, mais je pense qu'on doit retourner l'idée de message. Je crois que l'idée, parce que message, c'est la traduction de l'information. Message, c'est le pouvoir. C'est faire la guerre d'information, c'est la capacité de faire un mensonge, par exemple. Donc, je crois que c'est toujours utiliser les virus, c'est la capacité de faire une désorganisation du système d'information. Le message, c'est la destruction. Le virus, c'est un peu un message, dans ce sens, dans l'écriture mathématique. Donc, je pense que c'est un peu une idée pour penser le retour de l'idée de message, parce que c'est on a besoin d'avoir
em significant, pas comme significat, mais de significance de la message. Donc, je pensais, parce que vous avez parlé que la cybernétique, c'est aussi un parallèle à la guerre de l'information. Pronto. Eu tentei falar Não, em português agora. português, Só eu falei só que é o seguinte, ele colocou o problema num quadro, que nós vivemos já uma conjuntura de warfare global. A guerra está instalada, não existe raciocínio nessa temática de seguridade, de guerra, de terror ou de economia que já não seja baseada na metáfora da warfare global e na prática. A guerra contra o terror não tem, ela é permanente aqui ou lá fora. Depois eu falei, utilizando uma ideia que ele falou em algum momento nos textos dele, de batalha de informação, etc. Eu peguei o início, disse o início do raciocínio cibernético era a ideia de mensagem, ruído, controle da informação, era o Wiener, o pai da cibernética. Depois a ideia de monopólio, código, controle, que é uma ideia que a gente pode atribuir ao Manuel Castells, na sociedade de rede, galáxia internet, ou redes dos indignados. Terceiro, o elemento mais deleuziano, a ideia de signo, proliferação, tesouro, quer dizer, não tem centro esse processo. E o quarto, essa ideia, ele trouxe um mega poder, mega dados de estoque, uma economia de mega estoque, de mega controle, de hipermáquina. Eu penso que esses são modelos cibernéticos que estão presentes no debate, são como paradigmas do debate cibernético para pensar o poder, mas que sempre é uma temática de caos e de sistema caótico, dissipativo, que está em questão de contingência. Et après ça, il reste-t-il de l'État moderne, le judiciaire, de la législative, du Parlement, de tout ça. Foi compreensível também, né? E depois de tudo isso, que sobra do Estado moderno? Oui, pour l'instant, l'État moderne, il est en résistance peut-être. Oui, je pense pas que pour le... Ouais. Moi, c'est une question, je prends la réponse. En fait. Ce sont des questions. Oui, c'est une question, je prends la réponse du tout. Uma simplificação, por mais que a questão dele contar a hipótese da mensagem, a hipótese da mensagem. Mas você estava falando daquela questão do Wiener, o meio é a mensagem, é isso? Esse é o início de tudo, né? Um pouco voltou a isso. Você falou o poder judicial, a mensagem da corrupção, a mensagem é tanto um dispositivo técnico, quanto jurídico, quanto policial. Quer dizer, ou seja, a mensagem é informação, tecnologia, essa é a ideia de guerra, sem guerra, tudo de uma síntese opérationnelle de ce concept de message, de possibilité de penser. Quel est le concept qui c'est clé pour travailler? C'est un peu la capacité de produire un message. Google fait un message. Les machines de guerre d'information font des messages. Il a un message, c'est toujours pour les machines cybernanthropiques, comme vous avez parlé. Finalement, ce que nous dit la CIA, c'est que cette grosse machine qui est américaine a été tenue en échec par une petite machine russe. No fim das contas, o que a CIA diz é que essa imensa máquina americana fracassou, foi derrotada por uma pequena máquina russa. Que essa grande máquina americana não foi capaz de detectar o ataque às Torres Gêmeas. Donc la dimension chaotique, la dimension de contingence, imprévue. C'est-à-dire que la machine américaine produit du chaos tout seul. De stockage, de données à stockage, estoque de dados. Mais alguma pergunta? Oi. É a última? Tem mais alguém que quer perguntar? Porque senão a gente vai fazer essa pergunta e encerrar. Vamos avançar da hora. Devido. Vou ser bem rápido. Ok. Meu querido, eu sou Acho bastante que a gente precisa traduzir. não, vou perguntar se posso perguntar em inglês, entende? Ou quer falar inglês? Pode falar em inglês. Can I ask you in English? Okay, you said the three-layer model of analysis, and you focused on the second layer, that is a very technical layer.
But as I see more on the third layer, that is the production and the distribution of data and communication. Here in Brazil, and I like to think that to think about the agents of the people that are not technical people, they're people, everyday people like me. And here in Brazil, I can see since 2013, there was a major manifestation here in Brazil, and the manifestations today and questions like why were we able to gather a lot of people in 2013 with the internet and not today as we need to very large political problems. And for example, fake news about the Temer government, and also strategical use of the Temer's government also goes on the media and says that he's going to do something, and like 2 or 3 days later he goes back and say, okay, it's not all that, I'm not going, for example, to extend the work hours by 10 hours, I'm just going to do that by 2, and makes a public debate of fake news caused by the government. But not only in Brazil, some groups, some anarchic groups on Uruguay from Mujica's government also accuse the government of taking use of the cybernetic ways to intimidate some anarchic groups that are against the state. For example, on the passeatas, on the manifestations, they go and take pictures with like high-tech cameras of the leaders, of who they think. And my question is, do you think this is also a war tactic? Do you think it's also a war movement, or it's just the model operantis of the state? It's how the states work, and including the power relation on the 3 anthropological constants that you said before, to put the power relation on all this, to think about the agents of people who are not technical, but also produce effects on the social work. Antes de passar para ele, eu queria saber se mais tem uma pergunta. Alguém mais? Não? Não. Ok. Você entende português? Or English better? Following his line of thought, I think that in the South, we're just watching all this. We're not part of, we're not actually actors in the infrastructure and in the system. If you can just briefly talk a little bit, what's our role on having so many deep problems on social exclusion and access to digital age? How can we understand the side? I think it connects to his question. What's our role in the global South on all this, considering BRICS, considering all that? Je pense que quand on vous vous avez du travail. La question du pouvoir des acteurs qualifiés de faibles, asymétriques, inférieurs, etc. C'est la question qui a été posée avec le printemps arabe, qui était une utopie totale, parce que l'empowerment, ça ne marche pas toujours, et là, ça n'a pas marché du tout. En fait. Si une dictature est tombée, c'est pas parce que les populations ont fait quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est pas pour ça que la dictature est tombée. Ça peut être contribué partiellement, mais ça n'a pas contribué à ça. Aux États-Unis, l'expression de la CIA,
c'est accepter que la population américaine a été manipulée par les Russes, et donc une population nationale est manipulable par des cultures, par des acteurs étrangers, et pas manipulable par ses propres acteurs de son propre pays. On prend les populations pour des idiots. On prend les citoyens pour des idiots. L'empowerment des populations, ça n'a pas marché. Il y a une raison simple. C'est parce que même si vous avez des technologies, même si vous avez l'accès au réseau, vous n'avez pas accès à tous les réseaux d'État, à tous les réseaux critiques, les réseaux clés, parce que vous n'avez pas la vision des réseaux qu'il faut attaquer. Les réseaux humains, les réseaux sociaux, les réseaux technologiques, tous les réseaux. Donc ça ne peut pas marcher. Vous n'avez pas la vision stratégique. Et la raison de l'échec des populations, c'est qu'elles ne sont pas en stratégie, elles sont en tactique. Ça, c'est une distinction qui est bien connue. Hein. Et quand on reste en tactique, on n'est pas supérieur. On est peut-être plus dynamique. On est comme des mouches et des fourmis, des abeilles, on bouge beaucoup. Mais avant de faire émerger une stratégie, il faut des gens qui pensent. Et au printemps arabe, il y avait personne qui pensait. Ou alors des agents infiltrés par les États-Unis ou par d'autres pays qui sont venus mettre un petit peu d'anarchie dans le truc. Mais ça n'a pas marché sur le jeu du peuple qui a fait tomber un dictateur. Ça, c'est une belle histoire qui a été racontée, comme je parlais d'histoire, qui a été rattachée au cyber et qui nous fait croire que le cyber, par le cyber, on va pouvoir toucher le totem, dont je parlais aussi, ce totem là, qui est la liberté, l'égalité, la démocratie, etc., tout ça. Et ça n'a pas marché comme ça ne marche pas parce que ceux qui dominent, ce sont les acteurs stratégiques, ce sont les États, ce sont les armées, ce sont les renseignements, ce sont des pouvoirs, et ce sont eux qui ont les stratégies. Les grosses entreprises ont la stratégie parce qu'ils pensent sur le long terme. Une opération cyber, ça ne s'improvise pas en 3 jours, en 3 semaines, en 3 mois, ça se prépare sur des années. Donc quand on est en révolution, quand on est en réaction, quand on est sur le feu de l'action, des citoyens, ils pourront agir s'ils sont manipulés par des acteurs dominants, par des acteurs qui sont en stratégie. Et quand vous restez en acteur tactique, tout ce que vous pouvez faire, c'est trop long. Oui. C'est difficile. Ele falou que essa ideia das pessoas mais fracas, da assimetria, conseguirem reverter o poder, falhou completamente na Primavera Árabe, que é o símbolo disso tudo, né? Porque o empoderamento não funciona todas as vezes e não é com 3 ou 4 mensagens trocadas na rede social que você vai conseguir derrubar um ditador. E a grande diferença é que as pessoas, mesmo as pessoas estimuladas pelos agentes infiltrados pelos Estados Unidos ou por outros países, agiam na tática. Agir na tática é como as moscas, as abelhas, formigas, que se mexem bastante, mas que não têm uma visão de longo termo. Eles não sabem nem o que atacar exatamente, quais os alvos atacar. E é diferente dos agentes estatais, que eles estão agindo uma estratégia, que é como conhecer uma série de informações, fazer um balanço a longo termo, saber exatamente como agir. E isso ainda é uma diferença. Demora muito tempo, essas pessoas elas se preparam isso durante anos, e não no espaço de 2, 3 meses, enquanto as coisas estão acontecendo. E que ao mesmo tempo é um dos grandes imaginários da internet, que é possível, através das redes sociais, atingir esse totem máximo do Estado, derrubar o ditador, derrubar o... O melhor exemplo é a Turquia, recente. Da Turquia. Voilà, donc des exemples d'empowerment, on en a plus avec des États qu'avec des sociétés citoyennes, des citoyens acteurs de conflits, de révolutions, etc. Et quand on voit des acteurs qui sont dans ces populations, qui essayent d'agir sur les réseaux sociaux, sur du hacking ou autre, on se rend compte que ce sont des acteurs qui ont quand même un passé, ce sont des figures souvent qui sont construites aussi, qui sont introduites dans des contextes particuliers. Dans le printemps arabe, on a eu beaucoup de femmes leaders sur le cyber, ou dans la rue. C'est pas venu comme ça.
sur leur CV, il y avait quelques stages à Washington aussi. Et donc tout ne vient pas comme ça, ça émane pas d'une population qui décide de se réveiller, de se dire je vais prendre les réseaux sociaux pour attaquer un pouvoir, comment ça c'est facile en fait à la limite. Il y a un pouvoir de résistance justement de l'appareil étatique, etc., qui sont modernes ou anciens, peu importe, ça y est une résistance qui est là, qui est forte par l'appareil étatique, parce que il y avait ce jeu d'interconnexion permanente avec des acteurs qui font du renseignement pour lui, qui sont dans son renseignement, etc. Et l'État a encore une main prise. Et moi, je suis très croyant dans la domination de l'État, dans une société d'État, internationale d'État, où l'État domine encore, et on est dans une vision très néo-réaliste de la chose, où on a des États qui s'affrontent les uns les autres, ce ne sont pas des populations qui s'affrontent les unes les autres, ou des populations qui affrontent leurs États. Dans le cyber, on retrouve la même logique pour moi de relations internationales, qui est la vision dure des néo-réalistes. Des États qui s'affrontent pour leurs intérêts vitaux. Les intérêts vitaux, ils sont peut-être économiques, financiers, cyber, tout ce qu'on veut, mais les populations là-dedans sont relativement des objets. Vous avez perdu le fil. Ele estava se referindo primeiro à questão da participação das pessoas para fazer frente ao poder do Estado. Por exemplo, ele se referiu, né, no caso da Primavera Árabe, que naturalmente, como ele disse, né, isso demanda preparação, então viu-se também a preparação daqueles que participaram, né, houve várias mulheres líderes e quando se olha para o CV dessas mulheres, né, se observa que elas fizeram um treinamento em Washington e ao mesmo tempo ele chama atenção para se prestar atenção, né, para o poder de resistência dos estados também, que não são atacáveis assim tão facilmente, e que da perspectiva dele o Estado ainda domina, né, enfim, e que é também uma questão de diferença de poderes entre estados, né, e de uma visão de relações internacionais, e que isso funciona na mesma lógica do espaço civil. Quoi qu'il en soit, il y a une différence énorme, entre les histoires, les récits, les discours qui ont été faits sur le pouvoir des peuples, des populations par le cyber, et ce que l'on constate dans la réalité. Alors bien sûr, tem uma diferença imensa nos recitos e nas histórias a respeito da capacidade da população agir através do cyber e a realidade. Et la problématique aussi, c'est qui maîtrise dans cet environnement-là. Aujourd'hui, vous voyez à la télé des vidéos, ça passe sur les réseaux sociaux, des combattants en Syrie, à Alep, qui envoient leur dernière vidéo avant de mourir, peut-être, parce qu'ils vont être bombardés demain, etc. Alors, une petite fille de 7 ans envoie sa vidéo, un guerrier envoie sa vidéo. Qui va croire que la petite fille de 7 ans, qui parle un anglais parfait, est en train de tomber sous les bombes? Donc forcément, la vidéo de la petite fille de 7 ans, elle est fabriquée quelque part, pas en Syrie, pas à Alep, pas sous les bombes. Et donc il y a des histoires qui sont construites en permanence. La difficulté, c'est de voir la différence entre le vrai et le faux dans ce monde-là, parce qu'on crée vraiment du virtuel qui passe pour du réel, et on a créé pour du réel des utopies de victoire de peuple, etc. Donc mais il y a eu un retour en arrière, on fait des constats assez négatifs sur une vision très pessimiste de ce qui a été vendu comme la libération des peuples, la démocratie par les réseaux. Tem uma dificuldade, inclusive, de saber o que é o real e o que é falso. Por exemplo, tem vídeos de meninas de 7 anos na Síria sendo bombardeada e escrevendo em inglês perfeito, que dá para ver que não foi feito lá exatamente, que não necessariamente foi feito em Alepo. Então também tem uma construção dessa história da resistência, da forma do povo conseguir combater o Estado que não se mantém a partir dessa fronteira entre real e falso. Oui. Il fait la différence entre des pratiques ponctuelles, faciles, accessibles. Vous pouvez prendre le site d'une ECVU et l'attaquer. C'est très facile. Il y a des outils sur Internet. Vous faites un clic, on attaque le site. Et le site il est fermé dans les 10 minutes.
lancer des attaques comme ça, mais c'est ponctuel. On peut agir sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. Si ce n'est pas pensé globalement, c'est ponctuel. Dans la masse d'informations, de données, ça peut être retourné, ça peut être effacé. Donc il y a des outils en ligne qui permettent de faire des choses. Pirater des sites, c'est facile. Lancer des attaques, même d'envergure, c'est facile. Il y a des outils, on peut les acheter, si c'est pas gratuit. C'est le crime comme un service. D'accord? Donc c'est la révolution comme un service. La révolution a été vendue comme un service. Revolution as a service. Okay? Crime as a service. Ça existe sur Internet. D'accord? Mais pour transformer le crime as a service, crime as a service, en quelque chose qui va être du big crime as a service, il y a toujours une étape à passer. Et pour transformer de l'action du candidat révolutionnaire sur Internet en révolution réussie par et grâce à Internet, il y a un chemin qui est énorme. Et il n'a pas été passé encore à ce jour. É fácil, então, práticas pontuais de ataques a sites, ou agir sobre determinadas redes sociais pontualmente, piratear sites, tudo isso são coisas difíceis de se fazer, se faz, e mesmo acesso a determinados programas ou produtos também não é coisa difícil. Agora, nesse espaço, tanto o crime quanto a revolução são vendidos como serviço, mas tem uma grande diferença entre essa proposição de serviço e, de fato, isso ter um efeito de verdadeira revolução, um grande crime. E a outra já passa por um outro nível. A diferença entre adquirir um serviço, a revolução como um serviço e a revolução ser feita efetivamente é imensa. Isso E isso ainda não aconteceu como o auxílio do CIPER.